Bien, c'est parti. Alors, avec cette vidéo, nous allons entamer une série de vidéos sur la régression logistique. Alors, toujours dans l'idée de faire des corrigés commentés, des travaux dirigés. Alors, exactement comme j'avais pu faire précédemment sur les séries de vidéos sur l'économétrie modèle linéaire. Là, on est maintenant sur un autre cours, c'est un cours de régression logistique. Alors là aussi, c'est un cours que je faisais jusqu'à il y a quelques temps, il y a 2015 à peu près, je crois, voilà, que je faisais en Master 6. Après, il a été remplacé par un cours plus général de biostatistique qui inclut la régression logistique et surtout qui est fait par un professionnel, c'est qui rajoute un charme supplémentaire. Comme j'avais beaucoup investi dans la préparation du cours, voilà, il y a tout le matériel pédagogique, vous le trouverez en ligne, vous tapez cours régression logistique, je devrais apparaître dans une des premières pages, voilà, et vous avez le cours là. J'avais beaucoup investi dans la préparation de ce cours-là, j'avais rédigé un livre justement que j'avais mis en référence ici, le livre il est là, voilà. Il est assez conséquent, mais dans tous les TD qu'on fera, je mettrai les numéros de section qui correspondent à ce que je suis en train de commenter. C'est très important. Comme ça, on arrive à faire exactement la jonction entre le cours d'une part et les exercices qu'on est en train de réaliser d'autre part. Voilà. Ensuite, il y a les différents slides. J'avais tout ça mis en ligne dès le départ, dès que j'avais fini la préparation. Et ensuite, il y avait les TD. Alors, dans mon mode de fonctionnement habituel, en master en tous les cas, là où j'ai eu un peu plus la main sur l'organisation de l'emploi du temps, mon mode de fonctionnement est le suivant, c'est que j'arrive en début de séance, déjà avant la séance, je mets en ligne sur un site dédié le support que je vais utiliser. Voilà, en disant aux étudiants, ce serait pas mal que vous le lisiez un peu. Voilà. Normalement, ils devraient le faire. Du coup, quand j'arrive en cours, je ne refais pas un cours générique standard. Ça n'a absolument aucun sens. Je ne vais pas faire un cours que on peut trouver sur Internet sans aucun problème. Je ne vais pas répéter ce qu'on peut trouver sur Internet. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de supports de cours sur Internet, et moi, je ne vais pas raconter la même chose, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, une de mes manières de faire, c'est que quand j'arrive en cours, je pars du principe que les étudiants ont au moins parcouru le support, ils savent de quoi je vais parler, ils ont à peu près une idée du contenu du cours, et moi, ça me permet de refaire la trame, je refais la trame quand même, mais en mettant le focus sur les points qui me paraissent réellement importants pour la compréhension du cours. C'est ça qui est intéressant. Et notamment, ces dernières années, ce que je fais, c'est que je fais toujours un lien entre le cours lui-même, avec les caractéristiques des méthodes, les algorithmes, et d'autre part, les librairies avec leurs paramètres. Parce qu'en machine learning, il n'y a pas de méthode de machine learning qui ne soit pas paramétrée. Quasiment tous sont paramétrés. Voilà. Et ces paramètres-là ont influence sur le comportement. Et un des éléments qui est toujours gênant pour les étudiants, c'est qu'ils prennent une librairie, par exemple scikit-learn, ils voient toute la flopée de paramètres qui arrivent là, et ils n'arrivent pas à voir, mais quel est le lien entre ces paramètres-là et le cours qu'on a eu par ailleurs, et comment je dois les manipuler pour orienter l'algorithme vers la zone de résultat qui me paraît la plus intéressante pour mes données. Et c'est justement là-dessus que j'essaie de mettre le focus dans mes enseignements. Très bien. Alors, comme j'avais arrêté justement ce cours de régression logistique, très bien, je me suis dit également, pareil que pour le modèle linéaire, je ne veux pas que les TD soient perdus, il faut qu'ils profitent à tout le monde. Donc, j'avais mis en ligne tous les TD. J'avais mis en ligne tous les TD avec les sujets, les données et les corrigés, toujours. Alors, ce cours-ci, pour le coup, j'avais vraiment beaucoup mis le focus sur R, vraiment, vraiment. Tous les exercices sont faits sous R et je considérais que les étudiants étaient déjà bons sous R. Je dis ici, il faut avoir un très bon niveau sous R. Alors, nous, en Master 6, ce n'était pas un problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai préparé les étudiants en amont. C'est-à-dire que ce cours-ci venait, un premier cours que je faisais sur la programmation R. C'est un cours de programmation que je fais. Je n'apprends pas en Master 2 et les étudiants à utiliser R. Ils savent utiliser R s'ils sont en Master 2, sinon ils n'y seraient pas. Voilà. L'enjeu pour moi, tout simplement, c'est de les amener plus loin que le simple utilisateur. Taper les lignes de commande sans trop voir ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça. Et je faisais un cours de programmation qui inclut la programmation parallèle, MapReduce, enfin tout un tas de trucs qui fait que les objets sous R, on peut faire de la programmation objets sous R, ainsi de suite. Bien, bon, c'est pour ça que pour ce cours-ci, j'ai vraiment mis le focus sur R pour qu'il y ait un maximum de compétences acquises dans le cadre de la régression logistique, sachant que R n'était plus un problème pour eux. Alors, comme d'habitude, je mets voilà, pour le premier TD, là, donc il y a 8 TD. En fait, il y a 8 séances, mais en réalité, il n'y a pas 8 vidéos, parce que certaines séances ont été scindées en deux.
hein, voilà, donc il y aura plus que 8 vidéos, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire ici. On va aller jusqu'à la régression logistique multinomiale. C'est-à-dire que la variable ci va plus de deux modalités. Au départ, la régression logistique, elle est binaire. Hein. On est bien dans ce cadre-là. Hein. Donc, c'est bien ce que je fais ici. Et après, on ira plus loin avec la régression logistique multinomiale où j'ai une variable cible qui a plus de deux modalités. Alors, ici, le premier TD, donc comme d'habitude, hein, je l'ai mis en ligne à partir de l'année dernière, quand j'ai mis de l'ordre dans mes fichiers, là, et j'ai découvert, je me dis, mais oula, j'avais fait ça, en fait. Et il y a la série de TD, surtout, voilà, il y a le sujet de TD qui est là, comme d'habitude, hein, voilà. Ensuite, j'ai mis les données. Ensuite, j'ai mis le corrigé sous forme de code R commenté. Et l'intérêt de la vidéo aujourd'hui, c'est que je refais le corrigé commenté, mais je vais détailler chaque étape. Voilà, ça vous permettra à vous de comprendre le pourquoi du code et comment lire ce résultat-là. C'est ça qui manque un peu. Hein. Je mets que les résultats avec voilà ce qu'il faut lire dans le code source. Là, pour le coup, je vais dire pourquoi j'ai utilisé cette instruction-là et ensuite, une fois que je l'ai instructé, avec quels paramètres et comment lire ce résultat. Alors, comme d'habitude également, dans mes supports de TD, je ne mets jamais de code source. Ça n'a aucun intérêt non plus. Je ne veux pas que les étudiants fassent du copier-coller du code R. Ça, déjà, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de saisir. Et non, 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 non. Il y a toujours un arbitrage à trouver dans un TD. Il faut qu'ils cherchent. Pour comprendre, on a besoin de chercher. Voilà, très bien. Donc, OK, ça, pas de souci là-dessus. En mettant en relation avec le cours. Mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'ils cherchent trop non plus. Hein. Voilà. Il ne faut pas qu'ils cherchent trop non plus parce que les séances de TD sont très courtes et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, hein, tout simplement. Donc, c'est pour ça que moi, mon idée, toujours, c'est de faire une trame où je mets un peu les résultats pour qu'ils puissent caler leurs résultats. Quand ils tapent du code, ils ont un résultat pour voir si ça correspond bien. Sinon, ils sont bloqués, ils ne savent pas si c'est bon ou pas bon, est-ce qu'ils sont sur la bonne direction ou pas. Et pour les guider, je mets en ligne une série de tutoriels. Alors, il y a un premier tutoriel là où c'est la régression logistique sous R. Je l'ai écrit en 2012. Voilà, quand j'avais décidé de faire uniquement du R sur ce cours-ci. Voilà, donc voilà, c'est celui-là, hein, avec les différentes indications avec R. Ensuite, il y a un deuxième tutoriel où je fais le lien entre différents logiciels cette fois-ci pour qu'on puisse faire la comparaison. Il est 2008, hein, il y a plus de 10 ans, mais il me sert toujours. Voilà, où je mets les liens entre différents outils. Ça permet aux étudiants de comprendre que voilà le fond de l'affaire. Les outils, ce n'est qu'une expression. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis très attaché également. Et le dernier point, bien sûr, c'est le support de cours pour que chaque thématique traitée en TD soit en liaison, en jonction avec les différentes parties du cours qu'on a présentées en début de séance. Généralement, en début de séance, je fais guère plus de 30-40 minutes de TCM, voilà, pour cadrer les choses, parce que j'ai aussi remarqué qu'au-delà d'une certaine durée, j'ai plus l'attention des étudiants, donc ça ne sert à rien de les farcir trop longtemps avec des choses théoriques qui, par ailleurs, ils peuvent trouver sur Internet. Hein. C'est ça la vraie modification. C'est ça le vrai changement aujourd'hui. Hein. C'est que la plupart des cours, maintenant, on les trouve sur Internet. Donc, nous, notre rôle à nous, il a changé. Notre rôle a changé. Et on est plus sur de l'accompagnement, en réalité, plus que je professe. Ça, c'est fait. Donc, je vais revenir ici et on va traiter un jeu de données. Toujours en TD, hein, on a un jeu de données sur lequel on va essayer de raconter une histoire. Alors, le jeu de données, il est là. C'est le fichier PIMA Diabète. Alors, c'est un fichier qui est très connu. Hein. C'est des personnes qui sont parquées dans des réserves et qui développent le diabète. Ici, c'est des femmes en l'occurrence. On a donc ce qu'on veut prédire, c'est l'occurrence du diabète. Positif, c'est les personnes, c'est la modalité cible. Négatif, c'est l'autre modalité. Et on veut détecter les personnes qui développent le diabète. Quelles sont les caractéristiques des personnes qui développent le diabète? Voilà. Alors, pour prédire cela, on a une série de variables explicatives, le nombre de semaines enceintes de la femme, plasma diastolique, je ne sais pas ce que c'est, body mass, c'est le seul que je connaisse un peu, c'est l'indice de masse corporelle. Voilà, il y a l'âge aussi que je connais un peu. Et pour corser l'affaire, j'ai rajouté deux variables qui sont des variables générées aléatoirement. Normalement, ces variables-là ne doivent pas rentrer dans le modèle. Vous êtes d'accord là-dessus? Bon, c'est deux variables que j'ai générées avec une loi uniforme 0,1. Hein. OK. Donc, ils ne doivent pas rentrer dans le modèle. On est bien d'accord. On verra si vraiment la méthode est capable de l'identifier et s'il est capable de l'évacuer quand on fera la sélection de variables. C'est un enjeu assez intéressant. Après, quelles sont les variables non redondantes pertinentes ici? C'est une affaire supplémentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux-là, ils ne doivent pas les prendre. Autre élément important également,
c'est que les données ont été scindées en échantillons d'apprentissage test. Ça également, j'ai expliqué en cours, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Voilà, si on veut avoir une évaluation fiable de la qualité prédictive de nos modèles, voilà, il faut utiliser un échantillon qui n'a pas participé à la modélisation. C'est ce que je montre ici. Donc, on a apprentissage, échantillon d'apprentissage, 568 observations, et là, l'échantillon test, il y a 200 observations. Hein, les échantillons sont disjoints. Les individus en apprentissage ne sont pas ceux qui sont au test. Hein. Les échantillons sont disjoints, on est bien d'accord. En revanche, on a bien les mêmes structures. Les colonnes sont les mêmes. On est bien d'accord là-dessus également. Bien. Alors, on revient ici. Donc, ça, c'est fait. Je reviens ici. Et j'ai un dernier élément à dire avant de commencer réellement. La régression logistique, on peut l'avoir de deux manières. Il y a la première manière de voir, que je fais par ailleurs, dans d'autres enseignements, c'est la prendre sous l'angle du machine learning, si je peux dire. On est vraiment centré sur la performance prédictive. L'angle machine learning, c'est que on veut de la performance prédictive et tout est tourné à l'aune de cet objectif-là. OK. Qu'est-ce qui permet d'améliorer le modèle? Qu'est-ce qui permet de résister à la dimensionnalité pour qu'on ne fasse pas du surapprentissage, ainsi de suite. Voilà. C'est ce que je fais par ailleurs avec justement la régression, puis les méthodes de régularisation comme le Ridge, Lasso et ElasticNet. OK, ça c'est un premier point de vue. Il y a une deuxième utilisation de la régression logistique, c'est plutôt sous l'angle statistique. L'idée, c'est effectivement, ça reste une méthode prédictive, mais c'est aussi une méthode qui est explicative. Et dans cette démarche-là, on veut expertiser le rôle des explicatives dans l'explication, justement, des exogènes, si vous voulez, dans l'explication de la variable dépendante endogène. C'est ça l'idée. Et dans ce cadre-là, donc, on a une série de tests statistiques à mettre en place pour vérifier justement la contribution des variables sous l'angle des tests significatifs des coefficients, pour vérifier sous quelle forme est la liaison entre l'endogène et entre l'exogène et l'endogène. C'est là qu'on a les interprétations sous forme d'odds ratio, des coefficients, ainsi de suite. Voilà. Dans mon cours ici, je suis vraiment parti sur la deuxième partie. C'est un angle plus statistique où je regarde quand même la prédiction parce que c'est un point important, mais je regarde beaucoup aussi l'aspect statistique avec les différents tests. Voilà. Parce qu'on est aussi dans l'interprétation des résultats. C'était un prisme à choisir. Et dans ce prisme de ce cours-là, j'ai pris le prisme statistique. Ce qui ne m'empêche pas, par ailleurs, dans d'autres enseignements, de prendre le prisme purement machine learning. Où cette fois-ci, j'utilise Python. J'utilise Python avec les librairies dédiées, notamment en très grande partie scikit-learn, mais aussi d'autres. On peut faire des régressions logistiques avec Keras, même si on n'arrête pas de dire, tout le monde parle de deep learning, mais une régression logistique, c'est une forme élémentaire de deep learning. On peut le voir comme ça en réalité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre point de vue. C'est important que je dise cela, que j'annonce cela, parce que je vois déjà des gens qui vont me dire « mais pourquoi il ne parle pas de ci, il ne parle pas de ça ?» Tout est question de prisme. Et j'ai pris un prisme purement statistique ici, avec une grande partie pour l'interprétation, pour les tests statistiques, pour voir la forme et l'intensité des liaisons entre les explicatives et l'expliqué. C'est l'idée. Très bien. Une fois que ça c'est fait, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, je vais ouvrir le TD et je vais le mettre par là. Je ne le mets pas trop petit là pour que vous le voyez quand même. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai préparé le code R, bien sûr. Tac. Il y avait le... il y a les résultats. Donc, je vais enlever les résultats. Voilà. Restat R en clear. Voilà, comme ça. Tout est nickel, tout est propre. Alors, je mets ça ici. Pour qu'on l'ait sous les yeux, je mets ça ici. Et ça, on n'a pas besoin. Normalement, on n'a pas besoin. Sauf cas très particulier, on n'a pas besoin. Voilà. On a les deux éléments. On est prêt à fonctionner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un notebook. J'ai créé un notebook sous R. Pour la correction de cette séance, j'ai fait file, new file et R notebook. Voilà, très bien. Ensuite, voilà, on a dans le notebook les zones de code, les zones de commentaires et les zones de résultats. C'est bien ce qu'on a ici. Zone de code en grisé. Ensuite, on a les zones de commentaires où on peut rentrer des commentaires ou des titres, c'est ce que je mets ici. Et en dessous des zones de code, on a les résultats associés au code qui est juste au-dessus. OK, donc ça, il n'y a pas de souci non plus.
On va pouvoir commencer. Voilà, j'ai mes données. On va commencer au point numéro 3. Alors, il faut charger les données, ainsi de suite. Alors, dans mon code R, là, il y a une fonction qui apparaît au-dessus ici. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. C'est une parce que à plusieurs reprises, on va vérifier les performances prédictives du modèle quand même. Même si j'ai dit qu'on est plutôt sur un angle statistique, dans l'angle statistique, il y a aussi la partie prédiction. On est d'accord là-dessus. Et pour évaluer les différentes versions de modèles, on va prédire sur l'échantillon test et calculer la matrice de confusion et calculer le taux d'erreur. Je m'en tiens à ça ici pour l'instant. Très bien. Du coup, comme je le fais appel à plusieurs reprises, je ne vais pas faire des copier-coller dans mon code. Vu la crise que je fais avec mes étudiants quand je leur dis vous faites du copier-coller, c'est limite criminel, ça. Je ne vais pas le faire moi-même dans mes corrigés de TD, on est bien d'accord là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait tout simplement une petite fonction. J'ai fait une petite fonction qui prend en entrée ici un modèle prédictif qui est issu qui est un objet GLM, tout simplement, pour la régression logistique. Et ici, c'est des data frames. Je fais la prédiction sur le data frame et ensuite, je compare la prédiction avec la vraie variable cible, enfin les classes observées. Je pose les classes prédites avec les classes observées et ensuite, je crée la matrice de confusion et je calcule le taux d'erreur. Je vais détailler ça tout à l'heure parce que pour l'instant, ça paraît un peu abstrait ici. Mais on verra dans le détail tout à l'heure. Pour une fois, je mettrai le code en direct et après, je vais montrer la correspondance entre le code et l'écriture de la fonction. Donc, tout ça, c'est pour tout à l'heure. La seule chose que je fais pour l'instant, c'est que je le charge en mémoire. Ça y est, c'est fait. Allons-y alors. Donc, on va pouvoir commencer. On est à la question numéro 1. 3.1 et question numéro 1. On va utiliser une librairie pour charger des fichiers Excel parce qu'on a un fichier Excel. Alors, il y a différentes librairies. Moi, je prends XLSX souvent parce qu'il est très souple d'utilisation. S'il n'est pas installé, il faut l'installer. S'il n'est pas installé, c'est à vous de l'installer. Moi, il est déjà installé sur ma machine ici. Donc, la seule chose que je fais, c'est que je le charge en mémoire. On voit qu'ici, qu'il est chargé. OK. Ensuite, je lis le fichier. Donc, j'utilise ici la fonction readXLSX, read.xlsx. Je désigne le nom du fichier, ce fichier qui est là. On est d'accord là-dessus. Voilà. Ensuite, je dis qu'il faut lire la feuille apprentissage. Voilà, la première feuille ici en l'occurrence. Et je mets une option supplémentaire. Alors, je vais en parler 2 secondes de cette option-ci. Qu'est-ce qui se passe? Quand quand le package tombe sur une colonne de valeurs numériques, il sait que c'est une variable quantitative. Alors, il le prend tel quel. En revanche, quand on a une colonne de chaîne de caractères, il y a 2 manières de faire. Soit on prend comme un vecteur de chaîne de caractères brut, voilà, soit on le transtype automatiquement en un type factor, en pensant que c'est une variable catégorielle en réalité et qu'on a des modalités là-dedans. Alors, OK, on comprend bien cela. Ce qui est un peu étrange, c'est que dans les anciennes versions de R, il est typé automatiquement en factor. Quand on faisait un read table, de manière automatique, il est typé en factor. Voilà. OK, c'est ce que faisait aussi le XLSX ici. Dans les versions récentes de R, des versions récentes des packages, pour le coup, quand il tombe sur un vecteur de chaîne de caractères, il les garde en vecteur de chaîne de caractères sans les typer en factor. Alors, vous me dites, oui, ça n'a pas trop de différence, en fait. Bah, oui et non. Oui, parce que certaines méthodes statistiques, ils ont besoin, quand on a une variable catégorielle, qu'il soit typé réellement en factor, sinon, il ne sait pas le manipuler. Voilà. Donc, c'est pour ça que, moi, ici, dans mes anciens corrigés, ils n'apparaissaient pas. Quand j'ai refait ici les exercices avant de faire la vidéo, je me suis rendu compte que oui, effectivement, il faut absolument que je le type en factor. Sinon, GLM va avoir des soucis, ainsi de suite. C'est pour ça que je dis bien ici, quand tu rencontres une colonne de chaîne de caractères, considère que c'est une variable catégorielle et tu vas le typer en interne en factor. OK. Après cette longue explication, voilà, il est en train de charger les données et ça y est, il n'a pas moufté, donc normalement, il n'y a pas d'erreur. On vérifie tout de suite. Voilà. Et on a bien la description du data frame. Alors, description du data frame, on a 568 observations, 11 variables. Toutes les variables sont numériques, exogènes en tous les cas. Et la variable cible est diabète. C'est une variable catégorielle avec 2 modalités. On voit bien un factor avec 2 levels, 2 modalités. Donc, négative, qui est la première parole alphabétique, et positive, qui est la deuxième parole alphabétique. Très bien. OK, ça c'est fait. Alors, autre élément intéressant, on nous dit, point numéro 4, faites un petit summary. Bah oui, il faut toujours faire un petit summary pour vérifier qu'il n'y a pas des problèmes dans nos données. Par exemple, des colonnes de constantes, ou bien, je ne sais pas, ou une colonne remplie de données manquantes.
Il faut vérifier ça. Donc, je fais un summary ici. Et on a la description de chacune des variables. Quand c'est une variable quantitative, on a le min, le max, la médiane, la moyenne, les quartiles. Voilà. Et quand elle est factor, on a la distribution de fréquence absolue. On a 568 observations, 372 sont négatives, 196 sont positives. Si je n'avais pas typé en factor ici, si on n'avait pas typé en factor ici, il considère que c'est une colonne de chaîne de caractères, voilà, et du coup, on ne dispose pas de ces statistiques-là directement. Il dit tout simplement, dans summary, ah, c'est une colonne de chaîne de caractères, et il y a tant de valeurs, c'est tout. Dans ce cadre-ci, c'était très, très important, cette option-ci, pour qu'il reconnaisse bien que c'est un type factor. C'est une variable catégorielle. Bien, je continue. On doit faire la même chose pour l'échantillon test. C'est bien ce qui vient, importer les données apprentissage et test. J'ai fait pour l'apprentissage, je refais la même chose pour le test. Donc la feuille test, elle est là. Voilà. Tac. Et on a bien les mêmes descriptions et on a 200 observations. On est d'accord là-dessus. Ensuite, je refais un summary et je vérifie qu'il n'y a pas trop de soucis. Alors, il y a deux niveaux de vérification. Déjà, regardez s'il n'y a pas des constantes, des données manquantes, il n'y a pas de souci. Et l'autre élément, regardez si on a des similitudes avec les données d'apprentissage. L'échantillon d'apprentissage, les échantillons d'apprentissage des tests sont issus de la même population. Donc, normalement, on devrait avoir à peu près les mêmes stats descriptives. Je ne dis pas qu'ils seraient exactement les mêmes valeurs, mais on doit avoir à peu près la même chose. Très bien, on commence l'affaire. Alors, on va faire GLM. Alors, GLM, qu'est-ce qui se passe? GLM, ça permet de réaliser la régression logistique. Il est dans le package stat de R par défaut. Donc, on n'a pas de package à installer ici, ni à charger. Il est déjà installé et chargé par défaut. OK. Alors, je fais appel à GLM et là, justement, je mets en référence un tuto. Bon, je connais un peu le code et le cours. Comme en plus, j'ai répété plusieurs fois la vidéo, j'ai dû la recommencer plusieurs fois parce que je me suis gaufré à plusieurs reprises. Donc, je sais très bien ce qui est écrit là. Mais vous, si vous avez des soucis, vous regardez tuto 2. Tuto 2, c'est ça. Section 3.2.2. Voilà. Et page 9, il disait. Page combien là? Il faut vérifier. Page 9. Donc, on va là. Allez, la page 9, là. Et ben voilà, c'est par là. Ah ben voilà, on a ici. C'est la même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes données, tout simplement. On est d'accord là-dessus. OK. Donc, à chaque étape, ce qui est très important, c'est qu'à chaque étape, je donne un numéro, je donne en référence un tutoriel avec la section et la page pour que vous ne cherchiez pas trop. Et ça vous permettra également de voir une idée. L'idée, c'est de transposer ce qu'on voit avec ce qu'on a. Ce n'est pas du simple copier-coller. Il faut une transposition et ça induit un effort intellectuel supplémentaire parce que des fois, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un GLM, donc je vais lancer la régression logistique. Alors GLM, il est plus large que ça en réalité, mais c'est la régression logistique parce que la famille que je vais utiliser, c'est la famille binomiale. Voilà. Donc GLM, c'est plus large que la régression logistique, et je fais la régression ici logistique parce que je choisis comme famille de fonctions, ici, la binomiale. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais comme régression logistique? Je veux prédire diabète en fonction de toutes les autres variables de la base. Voilà. Sinon, si on avait une liste de variables seulement, on aurait variable 1 plus variable 2 plus variable 3, ainsi de suite. Voilà. Quand il y a 50 variables, là, ça devient un peu compliqué, ça. Et justement, l'idée ici, c'est de dire, je prédis diabète en fonction, c'est petit, c'est peut dire en fonction de toutes les autres variables de la base, sauf diabète, justement, parce qu'elle est déjà variable, ici déjà, c'est la variable cible déjà. Et les données à utiliser, c'est les données d'apprentissage. Voilà. J'affiche les résultats et on a différents éléments. Alors, le plus intéressant ici, c'est, on va voir ça tout à l'heure, c'est le résidual déviance. On va voir ce que c'est que la déviance, mais ça, on a vu en cours, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et le nul déviance. Ça également, on va voir ce que ça nous dit et l'intérêt d'utiliser ces deux indicateurs. Sinon, également, on a les coefficients estimés. On a les coefficients estimés ici. Ça, c'est la constante, A0. Ensuite, on a A1, A2, si je numérote les variables de gauche à droite. Voilà, les coefficients qui sont associés à chacune des variables. OK, très bien. OK, quelle est la valeur de la déviance du modèle, justement? Voilà,
c'est celui-là, 540. Hein. Et le nul déviance, si on avait un modèle où j'ai uniquement la constante, sans variable explicative, hein, zéro variable explicative, mais uniquement la constante, dans ce cas-là, la déviance sera 732. Hein. Alors, tuto 3, section 1.6.1. Tuto 3, 1.6.1. Ah oui, mais du coup, je ne vois plus là. Ah, voilà, voilà. 1.6.1, est-ce qu'on peut faire un chercher? Parce que, voilà, 1.6.1. Voilà. Dans le support de cours, j'explique que si on a un modèle qui est réduit à la simple constante, l'estimation de la constante, elle est là. Cette partie-là. Hein, elle est basée sur les prévalences, tout simplement. OK. Ensuite, à partir de là, on peut calculer la log vraisemblance, et la déviance, c'est moins 2 fois la log vraisemblance. Hein. La formule, elle est là, tout simplement. Comme on a en fait, on a une prédiction systématique. Du coup, la probabilité d'affectation, c'est une constante tout le temps. C'est la même valeur tout le temps, en réalité. Du coup, dans le calcul de la log vraisemblance, on a plein de simplifications. Et on peut la calculer directement, et on peut la transformer en déviance en multipliant par moins 2. Donc, cette valeur-là, c'est le 732. Et quand il a fait l'optimisation, avec le maximum de vraisemblance, avec les algorithmes internes qu'il a utilisés, voilà, on a cette résiduelle variance avec les coefficients donc des variables, quand j'introduis les variables. Un des éléments d'évaluation de la qualité globale du modèle, justement, statistique en tous les cas, c'est de confronter cet indicateur-ci, où on a toutes les variables dans le modèle, avec cet indicateur-ci, où on n'a aucune variable dans le modèle. Hein, le modèle nul et le modèle que je suis en train de construire. C'est pour ça que cette question est très, très importante. Alors, dans tous les objets R, on a une série de propriétés donc, qui nous permettent de faire des calculs en plus, par ailleurs, par la suite. C'est attributes l'instruction qui permet d'obtenir ces propriétés-là. C'est ce que je fais ici. Voilà, on a les différentes propriétés. Très bien. Il y en a certaines que je peux utiliser. Et justement, je vais utiliser déviance. Voilà, et nulle déviance. On doit les voir. Nulle déviance, il est là. Et déviance, il est là. C'est bien les indicateurs qu'on a là. Et on va calculer les différentes valeurs de R2. Il y en a toute une série. Donc, on va revenir là-dessus. Section 1.6. Voilà, on a les pseudo R2. J'explique ça ici. On a une série de pseudo R2. Le plus simple, c'est le R2 de McFadden. Voilà, très bien. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'explique ça dans cette partie du cours. Et l'idée toujours, voilà, c'est ce tableau-ci, l'idée toujours, c'est de comparer le modèle que j'ai induit à partir de données et le pire modèle possible, c'est le modèle trivial, où je n'ai pas de variable explicative et seule la constante va être utilisée pour prédire les valeurs de la variable des cibles. C'est de confronter ces deux modèles-là pour savoir si globalement j'ai un modèle qui amène de l'information. C'est ça l'idée. OK, on en est là. Donc là, je prends le R2 de McFadden, mais maintenant on voit le calcul, j'ai montré ici, le calcul il est là. Ce que nous fournit, c'est la déviance. Or, dans la formule, on utilise donc la log vraisemblance. Le lien entre la déviance et la log vraisemblance, c'est je multiplie par moins 2, voilà, pour partir de la log vraisemblance sur la déviance. Si j'ai la déviance pour revenir à la log vraisemblance, je divise par moins 2, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la log vraisemblance, elle est négative ici. Négative ici, voilà. Et du coup, je veux la maximiser. Maximiser, c'est-à-dire que les plus petites valeurs, donc en valeur absolue. Si on passe sur la déviance, qui est positive cette fois-ci, on veut la minimiser. Voilà aussi, il faut savoir lire les résultats. OK. Alors, on va quand même vérifier, est-ce que ça nous fournit bien l'information. Donc, la modèle, c'est l'objet qui a été généré par GLM. Modèle, c'est l'objet qui a été généré par GLM. Voilà. Et j'accède à défiance, qui fait partie des attributs. Et j'ai la possibilité de le visualiser. On voit bien ici. Voilà. Si je prends nulle déviance, pareil, voilà, c'est des propriétés qui sont rattachées à l'objet et qui me permettent de rajouter des calculs supplémentaires. À partir de là, donc, je peux calculer le R2 de McFadden, qui est une confrontation entre les performances du modèle que j'ai construit et les performances du pire modèle, où je n'ai aucune variable explicative. Voilà. Il varie entre 0 et 1. 0, ça veut dire que votre modèle ne fait pas mieux que le pire modèle. Laissez tomber. Et 1, ça veut dire que j'ai un modèle parfait. Voilà.
faut se méfier quand on a un modèle parfait en machine learning, hein. Généralement, c'est parce qu'on a fait une cagade dans le code là et que du coup, on sort des résultats qui paraissent mirifiques. Généralement, c'est une erreur de code en fait, hein. Voilà. Alors, le R2 de McFadden, c'est le plus simple. Il y a d'autres, je les montre parce qu'ils sont cités dans la littérature. C'est Cox et Snell, voilà, et Nagel Kirke. Voilà. Bon, très bien. Mais McFadden, ça suffit amplement pour comprendre ce qui se passe, tout simplement. Et la principale idée, surtout, c'est de voir que ce sont des indicateurs qui sont basés sur la confrontation entre le modèle induit sur les données avec l'ensemble des variables et le pire modèle qui est représenté par le modèle où, comme seul paramètre, comme seul coefficient, j'ai la constante, sans les variables explicatives. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Je répète beaucoup, hein, mais des fois, il faut bien répéter les choses pour que ce soit bien compris. Je continue. Voilà, voilà. Tester logique. Justement, on est sur le test du rapport de vraisemblance, hein. Et le test du rapport de vraisemblance, ça aussi, je vais le faire en cours, hein. Je ne vais pas le refaire ici, hein. Tuto 1, page 9. Tuto 1, c'est celui-là, je crois. Et page 9, c'est où, là? Voilà. On est sur le test du rapport de vraisemblance. Alors ça également, vous le trouverez dans le livre, hein, test du rapport de vraisemblance. Sinon, dans le support de cours, dans les slides, là, je l'avais mis également. J'avais mis ici de l'évaluation empirique et l'évaluation statistique qui est basée notamment sur le test du rapport de vraisemblance. Vous le trouverez ici, hein. Donc ça également, sur le site, c'est plus slide, c'est plus aéré que le... C'est une autre manière de présenter les choses que le livre. Voilà. Et on le voit ici, les tests de rapport, les différents tests possibles. Les différents tests possibles. Évaluation empirique avec les tests, bon, ça c'est, voilà, voilà. Évaluation statistique avec le test du rapport de vraisemblance. Voilà, principe du rapport de vraisemblance. Voilà. C'est ce qu'on va appliquer ici. Du coup, regardez bien la formule, hein. Ça, du coup, c'est le nul modèle, hein, nul déviance qu'on va utiliser. Voilà, mais transformé en log vraisemblance, hein, voilà. Ou sinon, ça, c'est la déviance tout court, en fait, hein. Voilà, c'est la déviance du nul modèle moins la déviance du modèle qui a été induit. Voilà. Donc, c'est le 731 moins 540. Voilà. Et ça suit une note qui 2 avec degré de liberté, c'est le nombre de paramètres que j'ai enlevé, tout simplement. Je simplifie ça. Allons-y ici. Donc, je calcule le qui 2, on voit bien, hein, c'est les 42 déviances, là. Tac. Ensuite, je calcule les degrés de liberté. Il y avait 10 variables explicatives, donc j'ai enlevé les 10. Donc, voilà, et je calcule la p-value. Si la p-value est inférieure au risque que je me suis fixé, par exemple à 5%, ça veut dire que je rejette l'hypothèse nulle. Ça veut dire que mon modèle fait mieux que le modèle par défaut. Voilà. C'est-à-dire que les coefficients sont, il y en a au moins un des coefficients qui est significativement différent de 0. Donc l'hypothèse nulle, c'est que tous les coefficients sont nuls, des variables explicatives, et l'hypothèse alternative, c'est qu'il y a au moins un des coefficients qui est non nul. Allons-y, paf. La p-value est très faible, j'ai un modèle qui est très, très, très significatif. OK, modèle qui sert à quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des variables pertinentes dans les explicatifs que j'ai choisis, hein. Lesquelles sont pertinentes, ça, c'est notre histoire qu'on va essayer de détecter, justement. Ça, c'est un premier élément. On continue. Ça, c'est une première évaluation, c'est une évaluation donc statistique. Ceux qui font de l'économétrie, souvent, ils s'arrêtent à ça. Il y a un deuxième point de vue, ils font aussi un peu plus loin, on est d'accord, on ne va pas me dire, j'ai fait économétrie, donc on ne va pas pouvoir me dire que quoi que ce soit sur l'économétrie, hein, j'adore l'économétrie. Très bien. Alors, autre élément d'évaluation, c'est de vérifier s'il prédit correctement ou pas. Dans quelle mesure le modèle prédit correctement. C'est ce qui est expliqué ici. Voilà. Il y a un outil pour ça, c'est Predict. Et justement, c'est là qu'on va utiliser l'échantillon test, hein. Comme ça, on a un arbitre qui est impartial. C'est ça l'idée de l'échantillon test, hein. Pour vérifier les performances prédictives du modèle, on a un arbitre impartial parce qu'il n'a pas participé à la modélisation. L'intérêt d'utiliser un échantillon test, c'est qu'il permet déjà de comparer les performances de modèles qui n'ont pas le même système de représentation. J'ai un arbre de décision, j'ai une régression logistique. L'un, c'est un système à base de règles, l'autre, c'est une combinaison linéaire de variables. Voilà, je peux les comparer quand même parce que j'ai un juge qui est impartial. Autre élément important, si j'ai des modèles, j'ai des versions de modèles qui ont des nombres de variables différents, avec des variables différents ou des sous-ensembles de variables, voilà, avec ce critère-là également, j'utilise un échantillon test qui n'a pas servi, voilà, on peut comparer directement sans avoir à se soucier des degrés de liberté. C'est ça l'intérêt d'utiliser l'échantillon test. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, j'ai réduit ça un tout petit peu là. Voilà.
j'utilise la fonction predict. J'utilise la fonction predict. Voilà. Donc, ici, c'est le modèle qui a été fourni par GLM que je vais utiliser. Les données sur lesquelles je fais la prédiction, c'est les données test cette fois-ci. Et ce qui va me fournir, c'est les probabilités d'affectation à la modalité positive. Alors, c'est comment il a su que positive était la modalité positive? En fait, dans le cadre binaire, R prend comme modalité positive la deuxième par ordre alphabétique. Donc là, ça tombe bien, négative et la première par ordre alphabétique, et positive et la deuxième par ordre alphabétique. C'est pour ça qu'il l'a pris comme modalité positive. Donc, c'est la probabilité d'affectation à la modalité positive que va nous fournir ici proba. Alors, il y a d'autres manières de faire, c'est de calculer link. À ce moment-là, c'est le logit qui va fournir. Le logit, c'est la combinaison linéaire des variables plus la constante, qu'on peut transformer en proba via la fonction de transfert logistique. On est bien d'accord là-dessus. Bon. Mais il ne donne pas directement les classes prédites. Ça, c'est pas terrible. Hein. Il ne donne pas directement les classes prédites. OK, pas de problème. Hein. Moi, je ne suis pas pénible. Voilà. Et justement, si on prend les individus de l'échantillon test, voilà, le premier individu a 60% de chances d'appartenir à la classe positive. Le deuxième individu a 23% de chances d'appartenir à la classe positive. Le troisième a 0,06, enfin 6% de chances d'appartenir à la classe positive, ainsi de suite. Du coup, pour transformer ça, ces chiffres-là, ces probabilités d'appartenance à positive en classe d'appartenance, je vais les comparer au seuil 0,5. Ça également, j'expliquais en cours. Hein. En fait, quand on est dans un cadre binaire, les probabilités d'appartenance aux classes, elles sont complémentaires. Elles sont, enfin, la probabilité d'être positif et la probabilité d'être négatif, la somme des deux fait 1. Très bien. Donc, j'affecte à la classe qui maximise sa probabilité d'affectation. Ça équivaut à comparer le score de positivité au seuil 0,5. C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Ça également s'expliquait dans ce cours-ci, c'est un peu plus haut. Voilà, sinon c'est expliqué aussi dans le livre, hein. Mais mon farfouille dans le livre, ça prend quand même pas mal de temps. Donc ici, on peut simplifier ici. C'est par là. C'est par là. J'avais pas. Ah ben voilà, c'est expliqué très clairement ici. Voilà, la règle d'affectation. On peut, donc ça c'est link. Si j'avais mis link ici, c'est ça qui me fournissait, c'est la combinaison linéaire. Comme j'ai mis réponse, c'est directement la proba. Et on peut avoir cette lecture-là, comme on peut avoir cette lecture-là. C'est pour ça que je compare à 0,5. Très bien. J'utilise un if-else, vous avez vu. Hein. Si le score de positivité est supérieur à 5, alors c'est positif, sinon c'est négatif. Et je transforme en type factor. Alors, sur les 200 individus de l'échantillon test, il y en a 139 qui sont prédits négatifs et 61 qui sont prédits positifs. On ne sait pas si c'est à juste titre ou pas. On sait tout simplement qu'il y en a tant qui sont prédits négatifs, tant qui sont prédits positifs. Pour savoir si c'est à juste titre ou pas, on va calculer la matrice de confusion qui confronte, d'une part, le diabète observé sur l'échantillon test et le diabète prédit sur l'échantillon test. Les classes observées et les classes prédites. Et tout simplement, dans la matrice de confusion, qui est une matrice carrée, tout simplement, les éléments hors diagonale principale sont les erreurs de classement. Voilà, donc 24 et 13 sont les erreurs de classement. Du coup, on peut calculer le taux d'erreur avec 1 moins la somme de la diagonale divisée par la somme totale des valeurs. Si on avait une fonction qui me donne la somme des antidiagonales, je l'aurais faite, mais il n'y en a pas. Donc, je récupère la somme des diagonales, je divise par ici la somme totale, ça me donne, c'est l'accuracy. C'est vraiment l'accuracy, c'est le taux de succès, si vous voulez. Et pour avoir le taux d'erreur, je fais 1 moins l'accuracy, c'est ce qu'on a le taux d'erreur. Je calcule, on a ça. Très bien. Alors, cette série d'opérations-là, justement, je l'ai mis sous forme de fonction parce que je vais faire la sélection de variables et je vais réutiliser l'évaluation. Alors, pour le savoir, c'est pour ça que j'ai écrit cette fonction-là, calculer taux d'erreur. Alors, revenons maintenant dans calculer taux d'erreur que j'avais mis en haut. Maintenant, on comprend ce qui se passe. Il prend en entrée ici le modèle prédictif qui a été fourni par GLM. Ici, les data frames sur lesquels on doit l'appliquer. Ça peut être les données d'apprentissage, mais pour nous, ce sera toujours l'échantillon test. Ensuite, je fais le predict avec response. Ici, donc, j'ai la probabilité d'appartenir à la classe positive. Et je transforme cela en une classe prédite, voilà, avec le if-else, et je compare cette proba à 0,5. Voilà, transformé en factor. Ensuite,
je fais un table pour comparer les classes observées avec les classes prédites et je calcule le taux d'erreur en faisant la somme des valeurs en dehors de la diagonale principale divisée par la somme totale. Voilà. Et j'affiche ça au fur et à mesure. Alors, lançons notre petite fonction là. J'espère qu'elle va donner le même résultat que ce qu'il y a au-dessus, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà, on a bien la matrice de confusion et on a bien le taux d'erreur. J'ai essayé de faire un peu joli avec des 4 à la place des primes, mais bon, le plus important, c'est qu'on a bien les mêmes valeurs et qu'on a bien la même lecture des résultats. Ça, c'est fait. Alors, on continue. J'en suis où? Voilà, j'ai fait la deuxième évaluation ici. Alors, ça veut dire que 18,5%? Ça veut dire que si je prends le modèle et que je prends un individu de la population, j'ai 18% de chance, 18,5% de chance de me tromper en me basant sur le modèle pour prédire sa classe d'appartenance. Voilà, très bien. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, c'est toujours une question. Oh, ça va, 18. À quoi on peut le comparer, hein? Donc, c'est là également que, dans mon cours, en tous les cas que je fais, j'explique au tableau que le modèle de référence, toujours, c'est le modèle nul modèle, le modèle trivial, où on n'a pas de variable explicative et on utilise seule la constante pour prédire. Voilà. Et du coup, on a une prédiction systématique. Et dans ce cadre-là, je demande aux étudiants de calculer la prédiction systématique en termes prédictifs, cette fois-ci, en termes de classe attribuée, et de calculer le taux d'erreur et de comparer les taux d'erreur. Voilà. Et là, on saura si 18,5%, c'est intéressant ou pas. C'est ça la vraie idée importante. C'est que notre référence, c'est le pire modèle. Le pire modèle, c'est le modèle sans variable. Et il faut qu'on se cale par rapport à ce pire modèle-là. Est-ce qu'on fait largement mieux que ce pire modèle-là? C'est ça qui permet de savoir si c'est intéressant ce qu'on fait ou pas. Après, 18,5%, c'est suffisant ou pas? C'est un autre aspect, ça. Ça va au-delà du numérique. Là, on est plutôt sur des aspects métiers qui me dit, oui, attention, les gens, on ne peut pas quand même prendre le risque de les envoyer dans la nature ou de les soigner à tort, les priver de sucre, ou j'en sais rien. Mais bon, ça, c'est plus notre rôle. C'est plus notre rôle. Ça, c'est le rôle du métier, d'aller sur ces aspects-là. OK. Alors, je continue l'évaluation des variables. Justement, ici, c'est de regarder les contributions des variables dans le modèle en me basant sur les tests de significativité. Soit chaque coefficient de manière individuelle, est-ce qu'il est significativement différent de 0, ou bien en regardant les blocs de coefficients. Voilà. Et entre autres, il y a un bloc, c'est tous les coefficients, sauf constante, est-ce qu'on peut les enlever ou pas? C'est ce qu'on avait fait avec le premier test du rapport de vraisemblance. Alors, pour chaque variable, pour les contributions de chaque variable, il y a un outil qui le fait automatiquement. C'est Summary. Avec Summary, on a les coefficients estimés, présentés dans un tableau. On a les écarts-types estimés des coefficients estimés. Ça rappelle des choses avec modèle linéaire. Et on a le ratio entre les deux. Les estimateurs de vraisemblance, du maximum de vraisemblance sont asymptotiquement normaux. Donc, ce ratio-là, il est asymptotiquement normal, tout simplement. Et c'est là qu'on va calculer ici le P. Très bien. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Alors, ça, c'est expliqué. Je l'ai expliqué par là. Voilà, je j'explique. Donc, ça, c'est le premier test qu'on a fait. Tous les coefficients sauf la constante. Et là, on est en train de garder chaque coefficient de manière individuelle. Voilà. Avec un test ici, qui est le test de Wald. Voilà. Très bien. Alors, si on le monte au carré, c'est un qui 2 à un degré de liberté 1. C'est ce que j'explique ici. Si on ne le monte pas au carré, on a bien quelque chose qui suit une loi normale. Asymptotiquement une loi normale. Allons-y, on continue. Alors, si je fais un test à 5%, quelles sont les variables pertinentes, c'est-à-dire qui contribuent dans le modèle, c'est-à-dire dont les coefficients sont significativement différents de 0. Alors, les variables pertinentes, on verrait prégnante, on verrait plasma, on verrait diastolique et on verrait body mass, pédigré. Un peu âge aussi. Voilà, très bien. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que aléa 1 et aléa 2, ils ne contribuent pas significativement dans le modèle. Heureusement, c'est des variables générées aléatoirement, ils ne peuvent pas. Ou bien on a un super artefact. Bon, c'est toujours possible, Très bien. Alors, justement, on va essayer de virer les variables. Alors, on pourrait se dire, on les envoie en bloc, mais non, les variables ne sont pas 2 à 2 indépendantes. Si les variables étaient 2 à 2 indépendantes, je peux me baser sur ce tableau-là pour enlever les variables en bloc. Mais elles ne sont pas 2 à 2 indépendantes, donc on ne peut pas se baser directement sur ce résultat-ci. Il faut utiliser une procédure pas à pas de sélection de variables. Alors, justement, on va voir la sélection backward, voilà, où je pars du modèle complet, modèle avec toutes les variables en réalité, et je vais enlever au fur et à mesure la pire, et je vais m'arrêter quand
j'optimise un critère. Et le critère, c'est le critère Akaike. Alors, tout ça, là, c'est expliqué. Alors, je monte dans le tuto 1 et le principe est expliqué dans le cours qui est là. Ben, vous regarderez. Dans lecture, interprétation, analyse d'interaction, sélection de variables. Voilà. Il y a différentes approches possibles. Et, entre autres, il y a donc l'approche par optimisation, où on a un critère qui fait l'arbitrage entre j'ai un modèle qui colle bien aux données, ce qu'on a avec la déviance, et d'autre part, la complexité du modèle, le nombre de coefficients estimés, tout simplement. C'est ça, il y a toujours cet arbitrage-là. Ça également, vous le trouverez dans ce support-ci. Il y a un chapitre sur la sélection de variables, quelque part. Je n'avais pas prévu de le montrer. Ah ben voilà, là également. On a, voilà. Et ben voilà, on a le critère Akaike. Donc là, on a bien la déviance. Voilà, moins 2 fois le log vraisemblance. Et là, pour l'Akaike, c'est 2 fois le nombre de paramètres estimés. Les coefficients associés de variables plus la constante. Et l'idée, c'est d'optimiser, minimiser cette quantité-là, en retirant au fur et à mesure les variables. Alors, pour faire la sélection de variables, il y a une librairie pour ça, c'est mass. Donc, je charge la librairie mass, et ensuite, je vais appeler la méthode step-AIC, la fonction step-AIC. Qu'est-ce qu'il prend en entrée? Il prend le modèle, voilà, OK, avec toutes les variables sélectionnées pour l'instant. On travaille sur l'échantillon d'apprentissage, et la direction qu'il va utiliser, c'est la direction backward. On est d'accord là-dessus, hein? Il les enlève au fur et à mesure. Alors, allons-y, je lance. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un mode verbose. Par défaut, il a un mode verbose ici, et on a le détail des calculs. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, la KIK est 562. OK. Il essaie d'enlever chacune des variables de manière individuelle. La meilleure situation, celle qui améliore le plus la KIK, donc la KIK, qui diminue le plus, c'est d'enlever triceps. Dans ce cas-là, j'ai un AKIK de 561. Et ça baisse là. Très bien. On peut l'enlever. Ensuite, maintenant, la référence d'AKIK, c'est 561. Quelle est la variable qui induit la meilleure amélioration d'AKIK, la plus forte baisse d'AKIK? C'est aléa 1. Oui. Vous avez vu que triceps sort avant aléa 1. Voilà. Et dans ce cas-là, l'AKIK, il passe à 559. Voilà, mais ça améliore toujours. Ensuite, c'est la nouvelle référence. La troisième variable à enlever qui améliorerait la qualité le plus possible, voilà, c'est sérum. Voilà, c'est le plus fort gain, parce que là, on a les gains de retrait de chacune des variables. D'ailleurs, si j'enlève âge, ça dégrade la qualité, il va augmenter. Donc, il ne faut surtout pas enlever âge ici. Celle qui est la meilleure, qui induit la meilleure donc, amélioration, c'est sérum. Voilà. Et ça baisse toujours la qualité, il baisse toujours. Voilà, si on enlève ces variables ici, ça veut dire qu'on dégrade le modèle. Donc, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les enlever pour l'instant. Ensuite, la nouvelle référence. J'enlève ici aléa 2. Voilà, je passe de 558 à 557. Ça améliore toujours. Et maintenant, si j'enlève âge, on a un AKIK qui réaugmente cette fois-ci. Donc, on dégrade le modèle. Et donc, là, il faut s'arrêter. C'est pour ça que le meilleur choix, c'est non, ne rien faire. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est ne rien faire, non, on est d'accord. Voilà. Et ça constitue la règle d'arrêt. Du coup, maintenant, j'ai un nouveau modèle avec uniquement ces variables sélectionnées. Et donc, je l'affiche ici. On a bien ce modèle-ci avec les coefficients estimés, les écarts types, et on voit. Alors ici, en l'occurrence, ils sont tous significatifs à 5%. Mais ce n'est pas automatique. On peut avoir quelque chose qui, je fais une sélection de variables avec le critère AKIK, et ensuite, j'ai un modèle où il y a des variables qui ne sont pas significatives à 5%. Ça peut arriver. C'est deux critères différents. OK, très bien. Voilà. Et donc, j'ai un nouveau modèle maintenant avec que ces variables-là. On n'a plus 10 variables explicatives, mais 6 variables explicatives. On va voir s'il est plus performant que l'autre, que le premier. Paf, j'ai un taux d'erreur de 20,5%. Oh, et c'est là généralement que les étudiants me disent, mais alors qu'est-ce qui se passe là? C'est toujours possible. C'est toujours possible que quand on fait une sélection de variables, on enlève trop de variables. Ça, c'est une première réponse. Voilà, c'est un premier point de vue. Il y a un deuxième point de vue. N'oubliez pas que le taux d'erreur mesuré sur l'échantillon test est une estimation des performances.
Donc, l'écart qu'on a vu entre 18,5% et 20,5%, est-ce qu'il est significatif ou pas? Il faudrait faire un test en réalité pour vérifier si on a un gap significatif ou pas, une dégradation significative. Ou bien, vous calculez 2 intervalles de confiance et regarde si elles se chevauchent ou pas, ainsi de suite. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est ça, hein, c'est que ça n'a pas valeur de religion, ça, on est bien d'accord là-dessus. C'est une estimation des performances sur un échantillon. Et donc, pour savoir si on améliore vraiment ou on dégrade vraiment, il faudrait introduire un test statistique pour vérifier s'il y a un gap réellement. Alors, 2% calculé sur 20 individus, ce n'est pas la même chose que 2% calculé sur 200 individus, ni 2% calculé sur 2 millions d'individus. Donc, à vue de nez, là, on pourrait se dire, effectivement, l'écart est fort ou pas. Mais bon, rigoureusement, si on veut se conduire de manière rigoureuse, il faut utiliser un test statistique parce qu'on a des résultats qui sont soumis à une certaine variabilité. J'espère que je suis bien fait comprendre. Là, généralement, en TD, j'ai du mal à reprendre la main. Une fois que les étudiants sont sur machine, reprendre la main pour expliquer les choses, c'est toujours très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'avant le TD, je dis, voilà, je présente la fiche de TD. Je ne le mets jamais en ligne parce que sinon, ils regardent la fiche, ils ne me regardent plus. Et je montre les différents points importants. Et ce point-ci fait partie des points très importants. Le reste, c'est l'application du cours. Mais en revanche, l'expertise sur un résultat calculé comme ça, là, c'est très important qu'on ait du recul là-dessus. Bien. Alors, ça, c'est une première sélection possible. On peut utiliser un autre critère. L'autre critère, c'est le critère BIC. C'est ce que je montre ici. Alors, qu'est-ce qui se passe le critère BIC? Tout simplement, c'est qu'il pénalise plus la complexité du modèle. C'est-à-dire qu'il a exactement la même forme ici, mais le coefficient de pénalité, si je puis dire, il dépend de l'effectif. Parce qu'effectivement, selon le nombre d'observations qu'on a dans l'échantillon d'apprentissage, les résultats sont plus ou moins crédibles. Et il faut qu'on puisse tenir compte de ça. Et c'est ce que fait le critère BIC. C'est pour ça qu'on vous dit tout souvent que le critère BIC, c'est peut-être meilleur qu'un KIK. Pourquoi pas? Moi, ce que je dis tout simplement, c'est que c'est un critère qui est plus restrictif et donc on aura moins de variables. Est-ce que c'est justifié ou pas qu'on ait moins de variables? C'est là qu'on a besoin d'échantillons de test pour vérifier les performances. D'accord là-dessus. Qui, lui, est toujours un arbitre impartial. Alors, je relance la même affaire. Et pour dire que maintenant que je vais utiliser le critère BIC, parce que c'est ce qui est demandé ici, voilà, avec le critère BIC, ici, à la place du cas, qui est la valeur par défaut, c'est 2. À cause de ça, la valeur par défaut, c'est 2 ici. Voilà. On met maintenant le logarithme népérien du nombre d'observations d'échantillons d'apprentissage. Voilà. C'est ça ce qui se passe ici. C'est intéressant de mettre en parallèle les deux. Voilà, je lance. Paf. Il refait la sélection comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, il enlève plus de variables et on n'a plus que 3 variables cette fois-ci, au lieu de 6. Je relance. Voilà le modèle prédictif. OK. Est-ce que ce modèle à 3 variables a une bonne tenue par rapport à 6 variables? On vérifie sur l'échantillon test. Et voilà, on a un taux d'erreur de 20,5%. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de discussion à avoir. J'ai un modèle à 6 variables, j'ai un taux d'erreur de 20,5%. J'ai un modèle à 3 variables, j'ai le même taux d'erreur. Pourquoi s'embêter à garder le modèle à 6 variables? On est d'accord là-dessus. Le vrai enjeu, il est sur le premier modèle et sur ce modèle-ci pour le coup. Parce qu'il y a un écart de 2% calculé sur 200 individus. Est-ce que vraiment c'est un gap significatif ou pas? Voilà, c'est ce que j'avais expliqué. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on me dit maintenant? Afficher les attributs du modèle qui est issu de la sélection. Bon, ben, très bien. Voilà. Il y a plein d'éléments qui sont là. Voilà. Et on me dit, il faut qu'on s'intéresse à l'attribut ANOVA. OK, donc j'attribue à la propriété ANOVA de l'objet issu de la sélection BIC. Paf. On a un tableau. Ce qui est intéressant, ce tableau-là, c'est qu'il retrace l'évolution du critère BIC. C'est bien le BIC, là. Il a mis AIC par défaut, mais c'est bien le BIC. Pourquoi c'est un BIC? Parce que quand j'ai fait appel à la méthode, j'ai mis K égale log de N. C'est ça, Et d'accord là-dessus. Donc, c'est bien le critère BIC. Sinon, K est égal à 2 par défaut. Mais là, quand j'ai modifié le paramètre, là, le K log de N, ça veut dire qu'on a bien un critère BIC. Lui, bon, il met quand même AIC ici parce que, bon, il met un terme générique tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? On a les variables qui ont été retirées. Donc, j'ai toutes les variables d'abord. Voilà le point de départ. Les variables qui ont été retirées au fur et à mesure. Voilà. Et la valeur de BIC correspondant. Du coup, je peux créer un graphique
qui permet de voir est-ce que j'améliore ou pas, comment j'améliore au fur et à mesure que j'enlève des variables. Hein. On devra avoir un graphique qui ressemble comme ceci. Zoom alors. Hein. Voilà, je fais un plot, hein, tout simplement. Je commence à 0 parce que le point de départ ici, c'est que je n'ai pas enlevé de variable. Hein. Ensuite, enlève une variable, deux variables, ainsi de suite. Paf. Et ben voilà. Et oui, on voit bien en réalité. Hein, donc là, d'abord, on améliore beaucoup, voilà. Et à partir de la quatrième variable enlevée, là, on améliore peu en réalité. Hein, voilà ce qu'on peut voir. Donc, on a une vision plus globale du comportement de l'algorithme en réalité. Hein. Donc, le modèle a 3 variables. Si on avait 4, ce n'était pas si loin que ça. Si on avait 5, ainsi de suite. On peut le voir comme ceci. Hein, voilà. Voilà. C'est ça qui est intéressant, hein, parce que là, ça tient un chouïa après. Hein. Parfois, à 0,01 après, il le prend, il ne le prend pas, donc il faut qu'on ait une visibilité sur ce qui se passe. Bien, bien, bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait une sélection forward? Sélection forward, c'est quoi? C'est que je pars du nul modèle, du modèle réduit à la constante, et je vais rajouter au fur et à mesure des variables celle qui améliore le plus mon critère. Et je m'arrête quand l'adjonction d'une variable n'améliore plus le critère. Voilà, très bien. Et le critère qu'on va utiliser, c'est le critère BIC. Alors, déjà, il y a un premier élément, c'est qu'il faut que je construise le nul modèle, le modèle qui est réduit à la constante. Parce qu'il sert de point de départ et je n'ai pas évalué ça. Hein, ce n'est pas disponible pour l'instant. C'est pour ça que dans le forward, là, je crée le modèle initial. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le modèle initial? Je vais prédire diabète avec une colonne de 1. Comme ça, on n'a que la constante. On est d'accord là-dessus. On prend toujours la famille binomiale parce qu'on est bien dans la régression logistique et on utilise bien les données d'apprentissage. OK. Donc, ce premier modèle-là, c'est un modèle réduit à la constante qui me sert de point de départ. Voilà, je l'affiche. Effectivement, il n'y a que la constante ici. Et on a bien le nul déviance qu'on avait vu initialement. Hein. Et ici, le nul déviance a la même valeur que le résidual déviance. On est d'accord, parce que c'est bien le modèle réduit à la constante qu'on a estimé. Hein. C'est normal qu'on ait les mêmes valeurs là et là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va mettre en place la stratégie forward, l'algorithme forward de sélection de variables, en utilisant le critère BIC. Alors, critère BIC, il est là. Donc, ça ne change pas. Hein. K égale log de n, parce qu'on veut utiliser ce critère-là. On est d'accord là-dessus. Hein. Et l'autre élément important, c'est que on veut partir du nul modèle vers le modèle où il y a toutes les variables. Donc, le rôle de scope est très important ici. Qu'est-ce qu'il dit le scope? Il dit, on part du modèle, le lower, c'est le modèle réduit à la simple constante. Et le dernier modèle, c'est je reprends la formule du modèle initial. Bah oui, parce que sinon, je suis obligé de les rentrer à la main, là. Hein. Tilde, point, variable 1, plus, ainsi de suite. Or, à ce formula de modèle, là, si je mets dans la console, je vais mettre comme ceci, ça vous donne ça. Hein. C'est bien la description du modèle initial avec toutes les variables explicatives. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'on part du nul modèle et on va essayer de tendre vers le modèle où il y a toutes les variables explicatives. Sachant que si le critère ne s'améliore plus, on va s'arrêter. C'est-à-dire que si l'adjonction d'une variable ne réduit pas le critère PIC. Voilà. Et ce qui est important, c'est que dans step AIC, cette fois-ci, je mets comme point de départ le modèle initial cette fois-ci. Donc, ce n'est pas le modèle final. Hein. Si c'était le backward, là, on est bien, on part du modèle final et on enlève au fur et à mesure. Là, on est sur du forward. Voilà. Et donc, le point de départ, c'est le modèle trivial, réduit à la constante. Et voilà. Paf. L'AIC de départ, c'est 738. Le BIC de départ, puisque j'ai pris le critère BIC. Le BIC de départ, 738. Celui qui induit la plus forte diminution du critère BIC, c'est l'adjonction de plasma. Il passe à 617. Ensuite, une fois que c'est acté plasma, la deuxième variable qui induit la plus forte diminution du critère BIC, c'est body mass. Une fois que plasma et body mass sont sélectionnés, la troisième variable qui induit la plus forte diminution, c'est prégnante. Et une fois qu'on a ces trois variables-là, il n'y a plus de variable qui induit une diminution du critère BIC. Et donc, on s'arrête là. Ce qui constitue la règle d'arrêt. C'est ce qui explique là. Je peux afficher ici les caractéristiques du modèle, voilà, sélectionné avec ces trois variables-là. Et je peux de nouveau revoir le détail des étapes en accédant au champ ANOVA et en créant le graphique. Alors,
Je n'ai pas estimé le taux d'erreur. Pourquoi? Parce que c'est le même modèle qui, en fait, qu'on avait eu en fait, en backward avec les 3 variables, avec le critère BIC. Hein. Donc, on aurait eu le même taux d'erreur de toute manière. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait ici. Mais on doit pouvoir le faire si on a d'autres variables. Hein. Si on n'a pas les mêmes variables qu'au-dessus, là, il faut vérifier le taux d'erreur. Là, il faut vérifier le taux d'erreur. Mais c'est les mêmes. Hein. Vous avez eu, ça, c'est le résultat du forward, plasma body mass prégnante. Et le backward, on avait bien ces 3 variables-là, plasma, body mass prégnante. Oui, d'accord. Donc, j'étais sûr d'avoir le même taux d'erreur. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Sinon, il faut le faire. Oui, d'accord. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Je vais enquiller donc les différentes. Ouh là là, il y en a plein à faire. Là, j'en ai une dizaine de vidéos à faire ce domaine-là. Mais ça me paraissait intéressant toujours de faire des retours commentés sur des corrigés de TD qui sont en ligne, qui parfois les étudiants ne voient pas très bien pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai écrit ce code-là, quel est l'intérêt de ce code-là. Et l'intérêt de faire la vidéo, justement, c'est que j'explique justement le champ ANOVA est très important parce qu'on a tous les détails des calculs. Attention, le rôle de scope. Là, pourquoi j'ai pris le modèle initial. Voilà, pouvoir l'expliquer verbalement, je pense que ça amène à plus. Voilà. Excellent travail à tous.